Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Que les choses soient dites. En France, le secteur médico-social, public et privé, accompagne et soigne près de 2 millions ou plus d'1 million de personnes âgées ou handicapées, en établissement ou à domicile. Ce secteur employait en 2020 près de 730 000 salariés. 87% des Français estiment que le secteur social et médico-social en France est fragilisé. Un chiffre qui est le résultat d'une enquête réalisée par l'IFOP. Il ressort aussi de cette étude que 65% des Français ont une bonne image de ce secteur. Alors, la semaine dernière, nous avons abordé le sujet de la montée en puissance de la violence. Lors de cette discussion, nous avons eu l'intervention d'une téléspectatrice qui a fait le lien entre la violence et la situation des personnes vulnérables et notamment en situation de handicap. Raymond Otto, lui, lors de cette même émission, avait proposé de parler du sujet du médico-social en Guadeloupe, un sujet qui lui tient à cœur. Je dirais que toutes les thématiques prennent leur substance à partir des problématiques recensées au sein de notre société. Ce soir, la question qui est posée à nos invités, mais qui vous est aussi posée, le médico-social en Guadeloupe, quel avenir? Sont absents ce soir Evita et Harry, tous les deux actuellement hors du département, et Samuel, empêché par son activité professionnelle. Mais nous avons un plateau de qualité, un plateau riche, et je débuterai avec ma droite, donc Raymond Otto, sociologue, anthropologue, un homme que vous connaissez bien. Nous avons aussi deux femmes, Marie-Louise Jacquemart, présidente d'une association de personnes en situation de handicap. Marie-Louise, donc c'est celle dont je vous parlais, qui a fait une intervention, on va dire assez musclée, lors de la dernière émission sur la violence. À ses côtés, une femme qui avait l'habitude de venir ici en plateau du temps de Michel Rodriguez. Elle était je dirais, de pas toutes les parties, mais enfin, elle parlait de plusieurs sujets qui intéressaient les Guadeloupéens. Je veux parler de Simone Chandler, qui est présidente de l'association familiale catholique du Moule. Et puis, à ses côtés, nous avons Thierry Panol, qui, lui, est courtier en assurance, mais il est surtout président d'une association de personnes en situation de handicap. Donc, il œuvre au niveau du médico-social. Et puis, notre dernier invité, Raphaël Lapin, qui a l'habitude de venir sur ce plateau pour discuter des différents sujets. Je dirais qu'aucun sujet ne lui fait peur. Il est avocat. Et merci à vous tous d'être venus sur ce plateau pour parler de ce sujet ô combien important, ça commence bien, ô combien important, et un sujet qui intéresse tous les Guadeloupéens, mais un sujet, je dirais, qui mérite qu'on puisse y prêter attention, parce qu'on parle beaucoup du social, on parle beaucoup du médico-social, mais déjà, lorsqu'on dit « moi je fais du social », alors un mot vulgarisé, « moi je fais du social, de toute façon, je fais du social ». Alors, c'est quoi faire du social et c'est quoi le social? Bon. Avant d'aborder médico-social, le social, c'est quoi, vraiment? Non, mais avant d'aborder la définition du social ou de faire du social, comme la thématique, c'est de parler de l'handicap, il faut revenir sur le cheminement de comment on en est arrivé aujourd'hui à une prise en charge dans le cadre, effectivement, de la loi et des établissements médico-sociaux. Alors qu'en fait, avant, lorsqu'on regarde bien l'histoire de ce territoire, pendant longtemps, l'handicap avait été mis de côté. Alors, c'est vrai que je suis assez à l'aise. Je n'ai pas vraiment aimé ta présentation parce que j'ai plusieurs sujets qui m'intéressent. Et vraiment, le médico-social, dans la liste de mes amours, c'est le dernier. Bon, dans un autre pays, ça aurait été le premier. Mais les gens vont comprendre pourquoi je dis ça. En Guadeloupe particulièrement, sur les 23 dernières années, j'ai tout vu. Et la dernière fois, je citais
un ami qui est parti depuis longtemps, qui est Louis Callard-Sargenton, avec qui j'ai commencé à m'intéresser vraiment sur la technicité de l'organisation de la prise en charge des personnes porteuses de handicap. Alors, encore une fois, il a fallu que ce soit des valides rentrent dans le champ de l'handicap pour que ça puisse démarrer en Guadeloupe. Au départ, vous pouviez aller là où vous vouliez, les gens vous regardaient, vos dossiers étaient plus ou moins traités, et vous pouviez rester 50 ans et mourir de votre handicap. C'était vraiment pas la tasse de thé des administrations locales. J'ai pas de souci avec ça. Hein. De toute manière, je peux mettre n'importe qui au défi de venir s'asseoir devant moi, et document à l'appui, je rappelle effectivement que non. D'ailleurs, pendant longtemps, les fonds dédiés à l'handicap étaient commués en frais de bouche. Donc ça montre bien déjà l'importance qu'on avait. Les premières expertises ont démarré quand même en 2000. Ça veut dire que 2000, c'est très récent. C'est très récent, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit les commissions techniques qui aujourd'hui sont naturelles dans les collectivités, mais il a fallu se battre pour les mettre en place. Parce que pour les gens, le fait que la personne porteuse de handicap percevait une pension, en fait, c'était fini. Alors qu'en fait, non. La question de l'inclusion, et d'ailleurs, j'égratigne, 2005 nous a dit de mettre en situation d'accessibilité nos établissements, et voire même la vie. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'une personne porteuse de handicap peut aller au cinéma aujourd'hui? Non, la question du transport adapté a connu des situations en dents de scie. Je donne déjà la fin, mais je reviens sur la genèse. En fait, chez nous, la personne porteuse de handicap, elle était généralement cloîtrée chez elle, et où elle y mourait. C'était une volonté de la famille aussi, il faut le dire. Non, quelque part, c'était une volonté de la famille aussi. Non, en fait, Pas toujours, mais quelquefois. Attends, je viens sur une histoire que tout le monde connaît, tout le monde maîtrise. Pendant longtemps, les étudiants pouvaient revenir en Guadeloupe ou partir avec des enfants porteurs d'handicap, c'est-à-dire qu'il y avait les voyages organisés. Si tu vas dans le sud de la France, si tu vas au centre et si tu vas au nord, tu vas retrouver des cimetières de nos enfants porteurs d'handicap. Parce qu'il était plus facile de les excentrer sur la France que de les prendre en charge ici. C'est les familles qui ont commencé à l'origine à organiser la prise en charge. Et ensuite, d'autres personnes ont vu effectivement, peut-être entre guillemets, qu'il y avait une manne et que ces personnes ont été évincées. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important qu'on revienne sur la genèse des choses. Au départ, simplement de répertorier le nombre de personnes par catégorie porteurs d'handicap, c'était un travail immense. Moi, je me souviens que lorsqu'on a commencé les premières expertises, il fallait faire du porte-à-porte, et singulièrement Sud-Basse-Terre, où de toute manière, rien ne s'y déroule, puisqu'on a l'impression que la Guadeloupe, c'est un versant pas l'autre. Et je te parle des années 2000, c'est-à-dire très récent, il y a 23 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens traînaient des pieds, parce qu'en fait, il fallait organiser les choses. Autant la délinquance et l'enfant déviant étaient déjà pris en charge, autant la question de la personne porteuse de handicap, c'était un drame. Et je vais dire quelque chose. Souvent, tu n'apprécies pas mes traits d'humour sur la sécurité routière, mais je dis, grâce aux handicaps générés par la sécurité routière de personnes valides, les portes et les lignes ont été bousculées. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas pu faire en 20 ans, en 5 ans, on l'a fait. Parce que les gens avaient la technicité, les gens connaissaient les canaux de finance, et on a commencé à structurer. Il faut qu'on parle de ça parce qu'on a l'impression que la prise en charge a toujours existé. Non, c'est un long combat. Et les premières personnes, je citais M. Molia, les premières personnes qui se sont battues bec et ongle pour que justement il y ait une valorisation, c'est d'abord une personne avant d'être une personne porteuse de handicap. On a oublié la Gatova qui s'occupait des loisirs des enfants, une association qui était à Trois-Rivières, pour permettre justement, aujourd'hui tout le monde parle des répits, mais des gens oublient la Gatova. La Gatova avait pour mission de permettre aux parents de souffler et ils partaient avec les enfants en truc. Pour ma part, pourquoi je m'y suis intéressé, c'est simplement lorsque j'étais étudiant, je travaillais pour une association qui organisait les vacances des adultes. Et il y avait deux, il y avait Sud Vacances et l'autre c'est Loisirs Tous. Aujourd'hui, ces deux associations se sont fusionnées et donc le système existe. Mais nous, notre difficulté, c'est qu'on a toujours pensé, et tu l'as dit avec une telle force, et tu as raison, qu'en fait, les parents voulaient garder leurs enfants. C'est pas vrai. Les parents gardaient leurs enfants parce que l'histoire d'un enfant porteur d'handicap chez nous, c'est une histoire particulière. Si dans ta famille, il y avait un enfant porteur d'handicap, toutes tes sœurs n'auraient pas trouvé mari. Merci de le dire.
parce que j'allais y revenir pour que nous partions vraiment dans l'histoire et la jeunesse des choses, pour bien comprendre ce qui s'était passé et le cheminement qu'il y a eu. Mais bien sûr. Mais en fait, si tu regardes bien, les grandes personnes qui ont permis aujourd'hui, on peut parler de Madame comment elle s'appelle l'hôpital de Saint-Claude. Je commence à avoir des trous de mémoire. Madame de Monterrand, lorsqu'elle a quitté ce territoire, en disant effectivement que la seule condition qu'elle demandait pour qu'on ramène ses cendres dans sa ville de naissance. Natale. Oui, c'est les 14 hectares ou 15 hectares qui couvrent effectivement le CHM, c'est de faire un lieu d'accueil d'abord des personnels qui avaient été blessés par la Seconde Guerre mondiale, donc qui étaient porteurs d'handicap, qui avaient été gazés, parce que souvent les gens oublient effectivement que tout est connecté chez nous. C'était d'abord ça, avant d'être le centre hospitalier qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'établissement public de santé mentale. Il y a une histoire, il y a toujours des grandes dames qui, effectivement, mettent leur bien. Madame de Mondong avait demandé à la ville de Bémao, je fais un parallèle, là où se trouve Jarry, de permettre aux nécessiteux d'accéder au logement. Et on a fait de Jarry ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est nos histoires. C'est-à-dire, il y a une volonté de faire des choses et en même temps, on fait autre chose. Et je reviens sur la genèse. C'est vrai que tu as raison que nous avions ce rapport magique et religieux sur la question de l'handicap. Oui. On disait que les familles dont on avait la présence d'un enfant porteur de handicap, c'était le sceau du diable. C'est des gens C'était perçu comme une malédiction. Qui s'étaient engagés. C'était perçu comme une malédiction. Et c'est ce qui a donné la création d'un mythe qui n'est pas un mythe, du petit monstre. Et en fait, le petit monstre, c'est pas un petit monstre, c'est simplement un enfant qui n'a pas reçu toute la prise en charge orthophonique. Donc, il ne sait pas parler et grognait. Ouais. On les sortait. Alors, nous, on a là aussi, il faut dire les choses. On les enterrait. C'est ce qui est assez intéressant chez nous. Pourtant, tu vas me dire qu'on est dans la légalité des choses. Non, on les enterrait sans jamais, effectivement, les nommer. C'est ça qui est de bien. De bien. Mais oui, parce qu'en fait, on est une société de en bas failli. Oui. La deuxième chose. Pas dire que c'était une bonne chose. Non, c'est ironique lorsque je dis ça. Merci Raymond. Merci. Et la deuxième chose, c'est qu'en final de compte, lorsqu'on est passé de cette société où on a déconstruit les choses, les seules personnes porteuses de handicap qu'on tolérait dans nos sociétés, c'est l'aveugle, le sourd et le simplet ou tébé. Parce qu'en fait, il était intégré dans la dynamique de la société. Il allait faire des courses, tout le monde savait qu'il était là, donc en fait, et il était choyé par tout le monde. Mais pour tous les autres, ils étaient excentrés. C'est aussi une attraction. Hein. D'accord. La deuxième chose, on arrive aux institutions, lorsqu'on les a créées, vous aurez remarqué que toutes les institutions se trouvent dans des lieux complètement excentrés. L'IME du Môle, aujourd'hui, on le voit simplement parce qu'on a rasé le champ de Cannes et on a fait des immeubles. Mais sinon, il est au milieu de champ de Cannes. C'est le dernier qui a été construit sous l'égide de Mme Michaud. Lorsque tu regardes l'IME Les Gommiers, si on n'avait pas fait la voie rapide qui passe au milieu, tu rentrais par Saint-Charles. Donc, tu pouvais ne jamais voir l'IME Les Gommiers. Tu vas à Petit-Bourg, c'est dans la montée, effectivement. Ouais. En fait, on a gardé quelque part... le seul établissement qui se trouve au centre c'est Bergevin. C'est... comment ça s'appelle c'est... Bergevin. Oui. Soleil-Clérinou. Non, Soleil-Clérinou, c'est... Aux Abîmes. Mais Soleil-Clérinou, c'était Madame Soleil-Leblanc. Oui, ça c'est autre chose. Non, je te parle pour les enfants. Il y a... Bon, bref, ça va me revenir. Tu vois, lorsque tu veux aller à la Darse, oui. Enfin, la nouvelle Darse, eh ben, juste avant les feux, tu as un établissement médico-social qui est là, qui est intégré dans la dynamique de la ville, mais c'est le seul que je connais qui a toujours été implanté en ville. Donc, on part de ça, d'abord, et ensuite, effectivement, les lois de 75 nous amènent à structurer les choses, et nous, on va garder le côté emploi de la prise en charge, puisque tous les professionnels qui vont arriver, mais on a oublié un détail, c'est que l'origine de la prise en charge, elle est de l'Église. Donc normalement, c'est la piété, c'est
la bienveillance et l'altruisme. C'est tout ce qui va être détruit par le monde normatif. Tiens, Oui. le fil des choses et on va faire un petit tour de plateau sur cette même ligne d'idées et je vous passerai, mesdames, la parole tout à l'heure puisque vous avez un rôle, vous jouez un rôle, je vais dire, important au niveau... parce que Marie-Louise est elle-même personne en situation de handicap. Madame Chandler, elle, fait partie des familles qui s'occupent des personnes défavorisées et donc des personnes âgées, des personnes, en fait, des familles en général. En général. Oui. Thierry Panol, Thierry, donc vous êtes président d'une association, ça fait des années, je dirais plus d'une vingtaine, voire trentaine d'années que vous œuvrez au niveau des associations et maintenant, depuis bon nombre d'années, au niveau d'une association de personnes en situation de handicap. Alors, on a bien suivi le cheminement de Raymond. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter à cela? Raymond, il a très bien planté le décor par rapport au passé et que ça sache nous conduire aux instants présents. Il y a un combat qui est invisible, mené par bien des personnes avant nous. Ce combat-là, il faut le saluer parce que jusqu'à encore très récemment, je pourrais donc, avec une quasi-certitude dire que sur le plan local, on n'a pas un schéma départemental d'aide sociale qui soit dédié aux personnes en situation de handicap. Société moderne, où on a accès à tout, on a les moyens qu'il faut, mais le schéma départemental d'aide sociale pour les personnes en situation de handicap, il n'est pas existant. On en est là. Et pourtant, on a toutes les belles voitures qu'on le connaît, on a des bateaux, on a tous les moyens, donc c'est un problème de moyens financiers, c'est un problème de moyens matériels, c'est un problème de ressources humaines que je formule ainsi. La ressource humaine dans ce domaine-là, elle est à mon sens primordiale. Et tant que cette ressource humaine, je parle des personnes qui sont en charge de notre société qui vit donc sur ce territoire, tant que cette ressource humaine, tant que ces personnes ne vont pas se disposer, et Raymond a employé des mots qui sont importants, on va se disposer avec bienveillance, avec empathie, de manière à ce que d'autres personnes, peu importe comment elles sont, c'est-à-dire il y a des personnes en situation de handicap qui naissent handicapées. Mais quand une personne dite normale devient handicapée, la prise en charge n'est pas la même. Parce que la personne elle-même ne supporte pas le handicap. Et elle peut devenir exécrable. Et il convient, malgré tout, que d'autres personnes normales sachent aider ces gens-là au quotidien. Et la prise en charge, elle est lourde. Donc, si les personnes, les ressources humaines qui sont sur le territoire, si ces personnes-là ne sont pas accompagnées, ne sont pas guidées, ne sont pas soutenues, ne sont pas valorisées, en sachant que ce territoire, tel n'est pas le cas, jusqu'à l'instant présent, on va vers une catastrophe. Alors, ça me pousse à... Et on va y revenir après, hein, juste après l'intervention de Raphaël Sy. Vous avez terminé, je me rappelle, Marie-Louise Jacquemart qui m'a dit un jour au téléphone, qui m'a appelé quasiment en panique pour dire, mais nous irons dans la rue. Je ne sais pas si elle se rappelle de ça. Nous irons dans la rue. Nous ferons grève. J'ai dit, mais Marie-Louise, non, il faut peut-être frapper à d'autres portes. Mais les personnes en situation de handicap dans la rue, ça, c'est, je dirais, c'est le pire de tout. Qu'on puisse voir des personnes en situation de handicap faire grève ou être dans la rue pour dire
nous ne sommes pas considérés, nous n'avons pas ce qu'il nous faut. Et puis j'y reviendrai tout à l'heure, puisqu'on a parlé de schéma. Il y a quand même un schéma régional d'organisation médico-sociale sous l'égide de l'ARS. Alors ça aussi, j'aimerais savoir un petit peu ce qu'il en est, parce que bon, ce schéma existe, mais on a parlé de la collectivité départementale. Mais lorsqu'on a dit tout cela, les personnes ne sont pas considérées, il y a quand même le conseil départemental qui, lui, dit, et je me rappelle les propos du président, qui a dit « Je suis aux côtés des personnes en situation de handicap, des personnes vulnérables, c'est mon combat. » Est-ce que vous vous en souvenez? Non, moi, je préfère être amnésique. Écoutez, je m'en souviens très bien, mais il faut le dire et le prouver parce que vous parlez pour vous avez des personnels. Le personnel s'en fiche du président. Parce que vous allez à la MDPH et les gens ne s'occupent pas de vous. Les gens sont là bien assiqués, bien habillés, mais ils oublient que ce sont les handicapés, c'est nous. Vous voyez là? Si je suis venue ici aujourd'hui pour l'association familiale, mais je suis une grande handicapée. Vous ne le savez pas? Non. J'ai 2 opérations de la colonne vertébrale. On m'a opéré dans le rachis lombaire. On m'a mis des cartilages. 15 heures après, les cartilages sont sortis. Ils ne voulaient pas rester dans mon dos. Réopéré, à cœur ouvert. On ne pouvait plus m'opérer pour ma décision. On a fait local et j'ai assisté à toute mon opération. Aujourd'hui, je suis une grande handicapée là. Et toute la lutte que je fais là, c'est pour nous. Nous sommes tous des handicapés. Hein. Quel qu'on soit le cas, pas machin, mais on a des handicapés. C'est un handicap. On ne le voit pas. On va me voir dans la rue, je conduis ma voiture, je suis une grande handicapée. Alors quand je vous dis ici, nous, les instances publiques, je prends mes responsabilités et je veux le prouver. Vous avez un dossier à la sécurité sociale, vous le mettez, on ne s'occupe pas. Vous avez un dossier à la MDPH, les gens ne s'occupent pas. Il faut dire ce qui se passe. Stop. On fait arrêt sur image et nous reprendrons parce que c'est vrai que ça commence à devenir intéressant avec des témoignages. Donc, nous reviendrons d'ici quelques instants puisqu'il nous faut marquer une courte pause. Mais oui. Donc, place à la publicité et tenez bien tout ce que vous avez à dire, les uns et les autres. À tout de suite. Là, nous revenons au sein de notre émission avec une thématique très, très importante. Et c'était Simone qui s'exprimait. Donc, vous pouvez continuer. Je vous avais demandé de tenir. Je pense que je vais vous dire. Dans les bureaux administratifs, les directeurs ne font rien. On dirait qu'ils ont peur, soit pour la grève, je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez des gens qui se baladent, qui sont bien habillés, bien assiqués, mais ils oublient. Le directeur oublie que s'ils sont assis, ce sont les assurés sociaux qui les font vivre. Nous sommes prioritaires parce que c'est nous qui leur faisons vivre. Vous avez directeur de quoi? Directeur de la sécurité sociale? Mais s'il n'y avait pas d'assurés sociaux, qu'est-ce que vous aurez fait là? Directeur de quoi? Les agents de la sécurité sociale, qu'est-ce que vous faites là s'il n'y avait pas des assurés sociaux? C'est nous qui vous faisons vivre. Vous avez les malades, nous venons demander notre carte de sécurité sociale. Notre carte pour aller faire nos alors là, achats on à ne la fait pas le pharmacie. procès de la sécurité sociale. Comment? Non, quand vous allez là, mais ils ne vous le donnent pas. Vous restez combien de temps? La mienne, depuis au mois de février, quand j'ai demandé ma carte de sécurité sociale, ils m'ont donné une attestation. Mais quand vous allez chez le médecin, ce n'est pas l'attestation qui va payer. Alors, ils ne me la donnent pas. Et je le dis en face, le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, de services agricoles, prenez vos responsabilités, surveillez vos agents. Parce que nous souffrons. Si je suis venu ici en tant que président d'association familiale catholique, mais en tant qu'invalide, parce qu'on m'avait dit que je n'aurais jamais marché. Quand j'ai été opéré, on me piquait, je ne me ressentais pas mes jambes, on me mettait des aiguilles. Si vous faites comme ça, on va voir. Mais quand vous me piquez comme ça, j'étais dans une chaise roulante. Je ne marchais pas. Et le professeur Wakami m'a dit, vous allez, madame, vous avez des enfants, prenez votre courage à deux mains, mais je ne vous garantis rien. Et vous marchez maintenant? Et parce qu'il y a quelqu'un qui tient le fil en haut, qui m'a mis debout là. D'accord. Bon. Alors, oui. Quand je dis, nous avons, madame, elle était handicapée, c'est une grande handicapée. Mais elle est présidente, elle a pris ses responsabilités pour défendre les handicapés. Les démarches qu'elle fait, c'est la même que la mienne, peut-être c'est la même que monsieur Otto a fait son travail. Et c'est un homme, comme je le dis en Guadeloupe,
Je l'aime énormément parce que pour son franc parler, c'est responsabilité. Et nous avons très peu d'hommes et de femmes qui prennent leurs responsabilités. Et on prend des coups de bâton parce qu'on n'est pas aimé de ces gens-là. Nous défendons des personnes, mais ces gens-là ne vous aiment pas parce que nous n'aimons pas à côté un petit pot de vin. Je ne prends pas de pot de vin, je ne mange pas de manger des gens, je mange ce que j'en ai qui m'appartient. On ne peut pas mettre la main devant ma bouche, on ne peut pas me dire de te taire parce que je ne mange absolument rien de personne. Et je laisse la parole à d'autres personnes. Tout à l'heure, je reprends la parole. D'accord. Alors, Raphaël et ensuite Marie. Oui, Yvelisse, tu as dit en début d'émission qu'aucun sujet ne me fait peur. Et c'est vrai, aucun sujet ne me fait peur. Mais il y a des sujets que j'aborde avec beaucoup plus d'humilité que d'autres encore. Et la question qui est posée ce soir, alors, la question large de quel avenir pour le médico-social, parce que c'est une question qui est extrêmement large, et celle qu'on est en train d'aborder en particulier maintenant, à savoir la question du handicap et des politiques publiques qui sont menées autour de la question du handicap, c'est une question que j'aborde avec beaucoup d'humilité, parce que derrière, mais ce sont des réalités qui sont particulièrement graves qui se déroulent. Et je vais l'aborder, si tu es d'accord, avec une autre casquette que celle que j'ai l'habitude de prendre, c'est ma casquette d'ancien conseiller politique et d'homme engagé dans la vie publique. Parce que, en tant qu'homme engagé dans la vie publique, ce sont des questions que j'ai eu à traiter en tant que collaborateur parlementaire, puisqu'il y a eu un certain nombre de questions qui sont venues se poser à nous, en tant aussi que conseiller qui était en charge d'écrire des programmes pour les dernières municipales sur plusieurs communes de la Guadeloupe, où on s'est rendu compte, tu as parlé des IME, mais la question de l'accessibilité des services publics, c'est une question qui est récurrente. N'importe quelle collectivité en Guadeloupe se retrouve confrontée à ces questions-là. Et si on doit faire un audit des collectivités en Guadeloupe, je ne suis pas sûr que beaucoup de collectivités respectent les normes d'accessibilité et permettent aussi bien en termes d'accessibilité physique aux personnes à mobilité réduite de rentrer dans les locaux, mais au-delà de ça, respectent la règle de droit qui prévoit qu'il y a un nombre de postes dédiés, fléchés aux personnes en situation de handicap qui devraient être aménagés. On peut faire un audit, et je ne suis pas sûr qu'on va trouver beaucoup de collectivités qui respectent ces règles-là. Je vais continuer mon propos en disant que l'accessibilité, rendre accessible des lieux, ça passe par notre espace public. Tu parlais de l'IME de Bergevin, mais si on doit aller à l'IME de Bergevin en tant que personne à mobilité réduite, je ne sais pas comment on fait. En fait, pour une fois, tu vois, la rénovation a pris en compte cela et tu as des rampes d'accès. Mais attention, je ne parle pas du bâtiment. Oui. Je te parle de l'environnement et puis de l'environnement. Oui. C'est-à-dire que, bien sûr, la ville en Guadeloupe est-elle pensée pour la personne à mobilité réduite ? Non. Tu es à Pointe-à-Pitre. Est-ce que tu as déjà vu comment est-ce qu'une personne à mobilité réduite peut évoluer dans les rues de Pointe-à-Pitre alors que c'est la ville? Aujourd'hui, si une personne à mobilité réduite doit se déplacer dans un espace où elle doit pouvoir faire ses courses, elle n'a qu'un seul choix. Et heureusement finalement que ces espaces-là existent, c'est les centres commerciaux. Parce que quel que soit le bourg, il n'y a rien qui est pensé aujourd'hui. Il y a pas de... Alors, ça commence à apparaître dans certains... C'était l'objectif du cœur de ville. Voilà, ça commence à apparaître. Oui. Mais quand tu regardes les bourgs historiques de nos communes, la ville n'est pas tournée vers la personne à mobilité réduite. Ensuite, je me permets de déborder un petit peu le sujet du seul handicap, mais c'est parce qu'on l'a abordé d'une autre manière. Se pose la question... de l'environnement humain des personnes qui sont dans des situations difficiles. Et on a abordé l'impact qui est celui de l'âge sur la validité des personnes. Effectivement, lorsqu'une personne vieillit, il se trouve qu'elle est de moins en moins autonome et elle va avoir besoin de plus en plus de personnes. Et on s'est rendu compte, ça c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, on s'est rendu compte que les personnes qu'on appelle les aidants familiaux se retrouvent assez souvent à souffrir de tout un tas de maux qui sont parfois aussi difficiles et aussi durs que le mal dont souffre la personne qu'elles aident. Et parfois, on se rend compte voire souvent, on se rend compte que les aidants familiaux se retrouvent à partir
Avant même les personnes. Voilà, avant même les personnes qu'elles aident. Et il y a un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a une association en Guadeloupe qui s'est préoccupée de cette question-là. C'est une association qui s'appelle Aidons nos aidants familiaux. Oui. Et cette association-là avait entrepris quelque chose où elle s'est fait un peu taper sur les doigts, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Elle avait entrepris de prévoir un dispositif d'assistance aux aidants familiaux, mais avec un certain nombre de personnes qui étaient des salariés, mais qui n'étaient pas en réalité des salariés, qui étaient des intervenants volontaires, qui étaient défrayés. Et sur le plan du droit social, on s'est rendu compte que juridiquement, la loi ne permettait pas que ce schéma-là puisse intervenir. Et donc l'association s'est retrouvée en difficulté par rapport à son objet, qui était un objet tout à fait louable, parce qu'elle n'a pas pu continuer d'aider les aidants familiaux. De manière très pragmatique, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Un aidant familial, c'est quelqu'un qui est là 24 heures sur 24 avec la personne qu'elle aide quand elle est en situation de difficulté, et donc elle va répondre à tous les besoins élémentaires de cette personne-là. Et en fait, l'aidant, à un moment donné, il a besoin juste d'un petit espace de respiration. D'un moment où de répit, exactement. D'un moment où il peut sortir du contexte de l'aide pour lui-même exister. Sortir au restaurant, aller au cinéma, l'espace d'une soirée, se reposer. Il a besoin de se reposer. Bien sûr, se reposer. Et en fait, juste pour finir, ce schéma de l'assistance à l'aidant était condamné par le droit français tel qu'il est écrit aujourd'hui. Et il y a tout un tas de rapports qui existent sur des dispositifs qu'on aurait pu créer, qui n'ont pas encore été adoptés à l'heure où nous parlons, juridiquement, et notamment un dispositif qui existe au Canada. Et moi, je revendique, parce que Aidons nos aidants familiaux, c'est un peu ça le dispositif. C'est un dispositif qui existe au Canada, ça s'appelle le baluchonnage. Oui. Et donc, ça permettrait que, Raphaël, qui n'est pas un aidant, décide de prendre son baluchon et de dire, par exemple, à Raymond ou à Simone, qui est un aidant d'une autre personne, écoute, ce soir, je viens te porter une aide. Ce soir, tu vas dormir. D'accord ? Tu vas dormir toute la nuit, une nuit entière. Et moi, je vais rester à surveiller Tati. Exactement. Je vais prendre en charge la personne qui est en souffrance. Eh bien, ça, qui est le dispositif de Aidons nos aidants familiaux, qui est un dispositif souple, qui était avec des personnes formées et qui était avec des personnes qui étaient volontaires, eh bien, ça n'a pas été possible. Et il faudrait changer la loi pour qu'on puisse faire évoluer le texte là-dessus. Raphaël a été un petit peu loin dans le truc. Oui, je suis désolé. Mais c'est très mais bien. En fait, juste pour rajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire, le baluchonnage a été expérimenté en Martinique. Justement, c'était porté par une structure. Et je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je sais effectivement qu'il y a de ça quelques années, ça a été expérimenté parce que c'était dédié pour ce qu'on appelle les communes excentrées et qui nécessitait justement du fait, parce que ce qu'il a dit est juste, tout le monde crie au loup que nous sommes dans une population âgée, pas âgée dans 50 ans, hein. Ça c'est de l'illettrisme. Mais comme effectivement les gens ne savent pas lire, donc en fait ils répètent à tue-tête c'est 2050. Non, on est déjà on est dedans. Alors, et je vais juste, si tu permets, rapidement, parce que préciser quelque chose. Pour moi, après. Oui, mais en fait, pour moi, on est vraiment dans le sujet. Parce qu'en fait, la question des ressources humaines, c'est une question qui se pose aujourd'hui pour nous dans la thématique du médico-social. Et je m'arrêterai là. Certes. Et j'ai fait des petits... Enfin bon, allez, je m'arrête là. Certes. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse partir du début et arriver à cela. Mais la personne en situation de handicap, et ça on a abordé le sujet, la prise en charge de cette personne, si elle n'est pas correcte, les aidants, justement, les personnes qui sont aux côtés de ces personnes, les familles, rencontrent une double difficulté parce qu'elles sont épuisées, mais en plus, elles doivent essayer de voir comment elles peuvent faire face aux difficultés rencontrées par rapport à ces personnes âgées ou ces personnes en situation de handicap. Donc, je sais que Thierry voulait rajouter quelque chose avant de donner la parole à Marie-Louise. Marie-Louise, alors, oui. Je dirais quelque chose, et en fait, puisqu'on rentre dans le sujet. Je me rappelle, écoutez bien, en 1977, il y avait
la première association qui a été existée en Guadeloupe, c'est la page nationale, oui. Et il y avait une antenne à Basse-Terre. Et moi, j'étais la vice-présidente à l'époque de Madame Geneviève Brumeau, qui est déjà décédée. Donc, on a fait un recensement sur la Basse-Terre. À ce moment-là, j'ai dû rester un bon moment sur la Basse-Terre. Et j'ai vu des choses vraiment qui m'ont fait pleurer. Inacceptable. Et moi, j'ai dit, depuis 1977, où j'étais là, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, rien n'a changé. Parce que, donc, déjà, au niveau des parents, je le dis franchement, parce que c'est tous les choses, au niveau des parents, qu'est-ce que nous, on a fait? Et on était avec, à l'époque, on travaillait avec des assistantes sociales à l'époque, sur la Basse-Terre, hein, parce qu'on était vraiment sur la Basse-Terre. Et on a vu des gens, ce qu'on appelle les handicapés, qui sont... Il y avait des familles, qui avaient, dans la même famille, il y avait 3-4 handicapés. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, on appelle ça, c'était des gens, des handicapés, comment on dit ça encore? Marie-Louise, oui. Reculez un petit peu. Ah, d'accord. Voilà, ouais. C'est bien. Alors, merci. Alors, je disais qu'il y avait des familles qui avaient plusieurs handicapés. Et c'est là que ça m'a fait très mal, étant qu'une femme en situation de handicap. Et des fois, c'est la maman, c'est cette personne qui fait toute la journée et tout le soir. Il faut savoir. Et les parents des voisins autour, de moi-même, de moi-même. Et oui. Voilà. Et c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Parce que quand dans une famille, dans la famille, il y a par exemple 3-4 fauteuils roulants, je te dis, il y avait une dame que je connaissais bien qui habitait à Baïf, qui avait 4 handicapés. Sa maman était handicapée et ses 3 derniers enfants étaient handicapés. Et c'est là où je dis que le travail n'est pas fait. Nous ne sommes pas soutenus en Guadeloupe. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas fait? J'entends bien, le travail n'est pas fait. C'est-à-dire, le travail, c'est que au niveau des parents, effectivement, comme il a dit, on a besoin des aides. Parce que moi, maintenant, tout le monde peut aller sur Internet maintenant. Il y a beaucoup de choses qui existent en métropole, mais qui n'existent pas en Guadeloupe. Comme quoi? C'est ça. Il y a beaucoup d'aides qui existent. Parce qu'il y en a des amis, des copines, des amis qui habitent en France. Ils ont beaucoup de... Quand ils me disent, est-ce que j'ai ça? Je dis, ah bon? Mais moi, j'ai pas ça, je ne me connais même pas. Tu sais? Donc, c'est qu'il y a un manque. Et il faut aussi... Quand on parle, il faut que les politiciens nous entendent. Des fois, ils entendent seulement pour les élections, pour aller... Moi, je dis franchement, seulement pour les élections, pour aller voter. Après ça, c'est fini. Et c'est ça, c'est grave. Mais on a besoin de tout le monde. Parce que si les politiciens faisaient leur travail convenablement, ils n'auraient pas de soucis. Mais comme il n'y a pas de travail qui se fait convenablement en Guadeloupe, depuis longtemps, on parle de l'accessibilité. Mais c'est vrai, on ne peut plus aller acheter une paire de chaussures après Pointe-à-Pitre. On ne peut plus marcher à Pointe-à-Pitre parce que... mais oui, sous les parce qu'il est déjà décédé, ce garçon-là, que des fois, quand on allait à Pointe-à-Pitre, à l'époque, on le voyait, c'était une basketteur en fauteuil roulant, M. Albéry. Oui. M. Albéry, voilà. On le voyait à Pointe-à-Pitre. Quand on le voit, le monsieur,
par exemple, on est la rue Frébourg. Le monsieur est obligé de rouler avec son fauteuil au milieu de la rue. Personne ne peut me dire, c'est pas vrai. Le monsieur était obligé de rouler au milieu de la rue. Et quand les voitures passent, pam, pam, ça crée des longs embouteillages. Il est en train de déjurer, déjurer. Mais le handicapé, faut dire, c'est ça qui existe, la violence des handicapés. Et donc, c'est pourquoi je voulais venir. Il y a de violence. Les gens disent qu'ils sont sensibles des handicapés. Mais non, les gens ne sont pas sensibles. Parce que normalement, les maires de Prince-à-Pitre, il y a beaucoup de magasins. Maintenant, c'est la nouvelle. Il y a beaucoup de magasins. On peut bien aller faire des magasins après la pub, mais on a l'accessibilité. On ne peut pas rouler. On ne peut pas rouler. Il faut marcher, mais au milieu de la rue. Et si on marche à l'accotement, où il y a des comment ça s'appelle ça? Non, des carreaux, ça glisse. Tu peux glisser et tu peux tomber. Et alors, donc, mais là, c'est difficile. Alors, j'entends tout, j'entends ce qui se dit. On ne fait pas ce qu'il faut. Moi, je pose une question. Le budget global du handicap de cette année 2023 était de un peu plus de 43 millions d'euros. C'est bien ça? C'est bien ça? D'accord? En 2022, 42 millions d'euros. Donc... Alors, les chiffres, ça veut tout. Je me permets de Qu'est-ce qui se passe? Les chiffres, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que c'est pas tout de mettre... Moi, je mets 40 millions sur la table. Mais Qui veut gagner des millions? Ben oui, mais 40 millions, ça veut tout dire. Ça veut rien dire. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Moi, ce que je constate, c'est que j'ai des clients qui sont aujourd'hui dans l'attente de réponses. Non, même pas de réponses. Je parle du budget du département. Oui, mais j'en parle aussi. D'accord. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai des clients qui ont déjà reçu des notifications pour des aides de personnes handicapées de la MDPH. Ça fait 6 mois. Et que les aides ne sont pas encore liquidées sur leur compte. C'est ça la réalité. Moi, je constate, quand on parle de budget, parce qu'il n'y a pas que le département, il y a d'autres structures qui financent. Et donc 40 millions, ça veut tout dire, mais ça ne veut rien dire en définitive. Il y a des travaux qui ont été menés d'accessibilité sur la plage de Port-Louis. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a du sens. Alors, ça a du sens pour peu qu'on ne le fasse pas que pour les étrangers qui viennent en vacances ici, mais pour peu que les personnes qui vivent au quotidien bénéficient aussi des investissements qui sont réalisés par les collectivités. Mais ce que je veux dire, il y a les fonds. Il y a les fonds. Bien sûr. Il y a les fonds. Donc, principalement, bien sûr. Thierry, et puis vous, mesdames. Ce que je veux dire, on dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, il y a des difficultés. On ne fait pas, j'entends bien tout ce que vous dites, mais on a un budget qui pourrait permettre de faire des choses, de faire avancer les dossiers. Alors, il y avait d'abord Thierry, ensuite Madame, comme vous voulez. Est-ce que l'argent qui est envoyé, est-ce que les personnes qui reçoivent l'endroit où on envoie l'argent, on connaît bien où ça arrive, est-ce qu'il est capable de diriger, de le suivre? Parce qu'il y a de l'argent, l'argent est dispatché. C'est à telle commune, tel endroit. Où sont les assistants sociaux? Les assistants sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont dans les maisons voir l'utilité? Qu'est-ce qu'un tel a besoin? Nous touchons un salaire. En Guadeloupe, je répète encore. Je prends beaucoup de... Je vous dis, j'attrape beaucoup de coups. Je prends beaucoup de coups. Non, mais vous le savez qu'on me fait. Hein. Beaucoup, on agit même sur mes enfants. Eh bien, je vous dis... Qui vous donne des coups? Mes papiers ne passent pas. Mes dossiers ne passent pas à la sécurité sociale. Mais quand j'envoie un dossier, on me retourne, mes dossiers ne passent nulle part. Je le dis franchement, mes dossiers ne passent nulle part. Pourquoi? Eh bien, parce que je parle, je dénonce.
Et c'est pourquoi j'ai même pensé que peut-être, je vous l'ai dit ce matin, je pensais que quand même on avait dit de ne pas me laisser passer. Non, parce que quand vous dénoncez certaines choses, je suis partout. Je suis au conseil départemental, je connais ce qui se passe, je suis à la SAFER, je suis à la Chambre d'agriculture, je suis dans les GFA, je suis partout. Je suis partout. Je suis discret, je suis là avec tout le monde, les gens, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime s'habiller. Je suis toute comme je suis, mais je travaille avec ça et ça. Cela, je l'ai donné à la population. Tous les enfants du monde, ce sont mes enfants. Quand je suis chez moi, je suis la maman de mes enfants. Mais quand je suis dans la rue, tous les enfants sont mes enfants. J'ai travaillé avec le recteur à Saint-François, comment il s'appelle, Capiez. On avait là le CMP et CMPP. Les enfants, on avait un enfant handicapé, 10 ans, comment ça s'appelle là? En CP. L'enfant est de nous hauteur et des personnes à côté l'embêter. Comment un enfant qui est de cette part? Que je vous dis, si je suis venue ici, c'est parce que quand les handicaps, ça m'interpelle, là, ça me fait... J'ai trouvé l'enfant, la dame au CMP, ils envoient un seul courrier pour la maman dans l'année. L'enfant est scolaire. L'enfant, 3 ans, il est dans la même école. Et je viens, M. Capiez, le recteur, me dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tous les parents des handicapés sont là. On envoie dans la commission, il y a des parents qui viennent là. Moi, je ne suis pas un enfant handicapé, je suis en tant qu'association parents d'élèves et association familiale que je m'occupe des enfants. M. Capiez me dit, il parle avec les personnes. Je demande à combien de courriers que vous avez envoyés pour les parents? Un seul. Il dit, madame, les gens ne peuvent pas m'aimer pour ça. Hein? Il dit, madame, quand vous prenez votre fourchette et que vous achetez de la viande, le poisson, le riz, tout ce que vous achetez pour mettre dans votre assiette, quand vous mangez, vous ne pensez pas à cet handicapé qui est là. L'enfant handicapé qui est là, vous pensez à cet enfant-là? Vous mangez sous la tête d'un enfant. Une fois dans l'année, la maman ne s'occupe pas d'un enfant handicapé. Mais faites pression sur la personne. Dites à la dame que vous allez signaler ça au juge des enfants. Dites à la dame que vous allez parler à la sécurité sociale quand vous avez coupé la sécurité sociale. Si 2 courriers n'arrivent pas, vous dites que je vais faire placer votre enfant. Vous n'avez pas besoin de cet enfant-là. Je vais le faire passer à un endroit qu'on a besoin. Au moins, faites, même si vous ne le faites pas, je lui dis, même si vous ne le faites pas, mais dites, faites pression. Vous vous asseyez là un courrier par année pour un parent qu'un enfant qui a 10 ans dans CP, handicapé. Madame, vous pensez que ces gens-là peuvent m'aimer? Est-ce que vous pensez que ces gens-là peuvent m'aimer? Les assistantes sociales qui étaient là ne faisaient rien. Les personnes qui m'ont soutenu, c'est les psychologues qui m'ont dit, Madame Chanel, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui parle comme ça pour vous. Et le recteur Capiez disait aux gens, quand il y a une réunion, le parent n'est pas là. Si je suis en retard, on attend le parent. Une personne, Madame Chandieu, on attend le parent. Et ces gens-là me regardent, ils savent là, parce que ce sont les infirmières qui étaient là, qui ont dit, à moi, il ne faut pas que cette dame-là revienne. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment de beaux lacunes. Des très beaux. Thierry, ensuite Raymond. Oui. Raymond d'abord. Oui, non, mais ça va aller dans ce qui a été dit. En fait, il faut qu'on regarde que sur les 20 dernières années, Raphaël l'a dit, on a été traversé par plusieurs grandes décisions des politiques publiques, et singulièrement la loi de 2005, qui ne nous a pas arrangé, puisqu'on a un contexte urbanistique particulier. Nos centres-bourgs sont inscrits comment ça s'appelle, la préservation au titre de l'humanité. Donc, en fait, on ne peut pas toucher à certains bâtiments pour les mettre aux normes. Ça, c'est la première chose. Donc, ça tient à notre histoire. Franchement, c'est l'histoire de la plantation. Le territoire de l'archipel de Guadeloupe a été fait de telle manière à ce que la canne arrive au port, au Pointret. Le reste, c'est pour ça qu'on a des embouteillages. Enfin bon, c'est dû aussi de notre incompétence à gérer les surfaces. Voilà. Mais la deuxième chose, c'est que la révision des politiques publiques nous a tapé en plein fouet. C'est-à-dire qu'au moment où, en France, on est en train de réformer un système qui a bien vécu, le nôtre démarrait. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de services où les gens sont en sous-effectif. Déjà, lorsque c'est bien géré, et une fois qu'on met nos Ferrari pour lesquels nous votons régulièrement, ben, ça donne effectivement un problème. Tout à l'heure, vous posiez une question, Madame Boissé, et je trouve que c'est une question qui n'est pas de bonne loi. Parce que si le président du conseil départemental a dit que c'était sa mission, mais il était président de la commission. Voilà.
Comment expliquer 3 ans de retard? Comment expliquer qu'on n'a pas de personnel idoine dans son service? Il faut que nous-mêmes aussi, lorsque nous avançons quelque chose, nous nous renseignons sur... C'est pour ça que je dis que je préfère être amnésique, puisque c'est mon cœur de métier, donc je sais ce qui se passe. Donc là aussi, nous aimons ce que j'appelle de manière très chaleureuse les vols de parole inutiles, mais lorsqu'on parle effectivement de prise en charge, il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, nous avons une difficulté. Tu disais quelque chose qui est vrai. Qui va travailler chez nous? Puisque nous avons une population vieillissante et nous avons une jeunesse qui est partie. Il y a un creuset au milieu. Comment on fait pour faire une prise en charge de qualité lorsqu'on sait que dans les structures, la chose qui n'est pas prise en compte dans les financements, c'est la formation. Pour qu'un salarié parte en formation, il faut que vous preniez un billet d'avion qui coûte 1,5 bras, plus le logement en France, c'est-à-dire l'hôtel, plus la restauration. Donc, déjà de ce point de vue-là, on ne peut pas avoir un suivi. Bon, on a trouvé la solution. Généralement, c'est les cadres supérieurs qui partent en formation. Mais ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain. Il faut quelque part aussi qu'on revienne à quelque chose de pragmatique. La deuxième chose, nos territoires ne sont pas éligibles tous à la même prise en charge. Ce dont parlait Raphaël, ce sont des fonds européens qui ont été expérimentés chez nous. Comment expliquer que nous avons autant de personnes? Je crois qu'on est l'un des départements où on a le plus de commissions, surtout. Comment expliquer que cette question, simplement pour les endogènes, les gens qui vivent au quotidien, on n'est pas pensé à faire ni le listing des lieux accessibles, c'est venu de l'extérieur, d'accord? On avait commencé à travailler sur l'organisation du transport. Ben, pour des raisons financières, on a arrêté ça. Donc, on avait effectivement commencé à avoir des véhicules adaptés. La troisième chose, il ne faut pas l'oublier, qui est en train de vécu là en ce moment, c'est que, et Raphaël l'a dit, la personne porteuse de handicap, lorsqu'elle arrive à 60 ans, elle rentre dans le trou commun. Donc ça veut dire en fait que, pourquoi jusqu'à maintenant, cette société qui nous dirige n'a toujours pas changé cet état de fait? Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire simplement parce qu'on estime qu'à partir du moment où tu es rentré dans le tronc commun, tu n'as presque droit à plus rien, puisque la pension d'invalidité, comme son nom l'indique, qui est un quotient qui est lié à ton empêchement de faire les actes du quotidien, il faut comme neige au soleil. Alors, on a un territoire qui est inadapté, on a des personnes qui sont inadaptées, et en plus de ça, qui doivent prendre des personnes qui elles-mêmes essaient de s'adapter à un territoire qui est hostile. Comment on fait ça? Alors, et avec beaucoup de compétences, parce que tout le monde, excusez-moi, il y a beaucoup c'est de la compétence diffuse. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les commissions, qui n'ont que ce diplôme, c'est l'ami de l'ami qui est là. Allez voir bien, dans toutes les commissions, il y a des personnes, mon ami, je la mets là, il ne me connaît rien. Vous allez à la sécurité faire un dossier, elle ne connaît rien. Je vais à Margaïa, il y a des personnes qui pensent en sac, je vais en commission, mais elles laissent toutes les petites qui ont des diplômes là travailler, mais 2 ou 3 montent en haut, ils vont à la commission, mais personne n'est là. Alors quand je vous dis, je parle, je sais que, et j'ai déjà fait la guerre de certains endroits, et je parle fort. Alors moi je vais vous dire ça, ici, dans toutes les commissions qui se font, où il y a l'argent de européen qui arrive pour l'État, pour les personnes handicapées, pour aider les aidants, pour aider les gens, il y a que des personnes incompétentes. Mon ami, je rentre au conseil départemental, je te fais rentrer. Je travaille à l'hôpital, je vais te faire rentrer. C'est pourquoi ce sont ces gens-là qui font quand vous faites la grève, ils sont là. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont rien, mais c'est sous le bras de monsieur le chef, sous le bras de monsieur Intel, sous le bras. Voilà ce qui se passe à Guadeloupe. C'est l'ami de l'ami qui est partout. Et quand vous allez vous parler pour dire quelque chose, vous ne pouvez pas parler parce que je ne peux pas. Le directeur est pied et mêlier parce que quand vous ne pouvez même pas lui parler parce que il connaît tout ce qui se passe. Mais ne bouge pas. Le service agricole en Guadeloupe, c'est le plus maltraité. Nous, les agriculteurs, nous sommes les plus maltraités. Nos pensions, on les prend. Ils prennent bien nos pensions, ils gèrent nos pensions. Et vous écrivez au directeur, il ne répond pas. Je ne sais même pas si le courrier arrive au directeur. On ne sait même pas. D'accord. Alors, on ira par ordre. Alors, il y avait Thierry qui voulait s'exprimer, oui. Il y a Raphaël et il y a Marie-Louise. Et je sens que Raymond a encore beaucoup de choses à dire. Alors, je dirais quelque chose qui va faire réagir. Je ne sais pas
peut-être c'est aux années 1986. Enfin, à l'époque, quand François Mitterrand était président de la République, il y avait un monsieur qui était handicapé, qui était au ministère, Michel Gilibert. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Michel Gilibert. Voilà. Alors, donc, Michel Gilibert est venu en Guadeloupe. Et c'est le seul président qui est venu voir que la situation des handicapés de la Guadeloupe, c'était lui. Et donc, à l'époque, on avait fait une grande réunion avec monsieur le préfet à Bastel. Et je retiens bien ce qu'il avait dit. Il a dit, si on veut bien que tout fonctionne bien en Guadeloupe, si on veut que tous les organismes fonctionnent bien, il faut qu'au moins dans chaque organisme, dans chaque mairie et au département et à la région, il faudrait au moins une handicapée qui défend les intérêts, pas les gens valides, parce que les gens valides ne savent pas, la SMO ne connaît pas. Et donc, et moi j'ai toujours retenu ce principe. Il est déjà décédé, ce monsieur, mais il avait dit il faut que dans chaque organisme, il faut au moins un handicapé qui défend les intérêts des handicapés. C'est la seule commune, et je peux le dire, la seule commune qui a respecté un peu cette doléance, c'est la commune de Sainte-Anne. C'est la seule commune, c'est la commune de Sainte-Anne. Oui. Oui, d'accord. La seule commune qui a accepté cette doléance de M. Michel Gilibert, c'est, à l'époque, c'était Marcelin Lubet qui était le maire de Sainte-Anne. Et comme... Qui est au conseil général. Oui, voilà. Et comme à l'époque, comme moi, j'étais déjà intervenu à la mairie, déjà, pour l'accessibilité de la mairie, parce qu'il n'y avait pas d'accessibilité du tout. Et un jour, j'étais à la mairie, alors je vois un monsieur, j'étais de me presser, mais je vois un monsieur qui était de faire des gestes. Et moi, j'avais déjà vu le monsieur depuis longtemps. Et après, comme les gens ne connaissent pas les problèmes des personnes en situation de handicap, il y a quelqu'un qui a dit « Mais il faut qu'il mettez dehors ». Moi, comme j'étais là, j'ai dit non. Et donc, j'ai vu, comme le monsieur ne parlait pas. C'est pourquoi, donc, aussi, il y a un problème. Alors, Marie-Louise. Oui. Oui, merci. Alors, il y a un problème en Guadeloupe, le langage des signes. Et même, quand on a des beaux émissions comme ça, il faut avoir, même ici, il faut avoir quelqu'un qui fait aussi le langage des signes pour que tout le monde puisse comprendre. C'est important pour Canadien, pour savoir le langage des signes. C'est très important. On verra au niveau du département pour voir si on peut avoir ce qu'il faut en termes de langage des signes. On va voir. Alors, rapidement, Marie-Louise. Alors, le monsieur est venu à la mairie. Ils ont cru que c'était quelqu'un qui était fou, mais c'était pas vrai, le monsieur était fou. À l'époque, et moi, en langage des signes, j'ai dû comprendre ce que le monsieur voulait. Et le monsieur était bien habillé. Le monsieur m'a présenté sa carte? Non. Et il avait son niveau de famille. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Ça. Et j'ai essayé de faire un signe. Il a compris. C'est qu'il avait besoin aux états civils une fiche individuelle. Et là, il y a des gars qui disent, mais des idéaux parce qu'ils sont fous. Et je me n'était pas fou. Merci Marie-Louise. Oui.
Oui, Oui. Alors, c'est pourquoi il faut des gens pour comprendre déjà le langage. Et ça aussi, c'est important. Et c'est pourquoi je retourne dire Michel Gilibert, quand il a posé les problèmes, personne n'a rien respecté. Ah, Thierry, ensuite Raphaël. Tout à l'heure, on a abordé donc l'émission et j'ai posé la question, en préambule, à savoir est-ce qu'on est autorisé à tout dire à cette population qui nous écoute, aux téléspectateurs, pardon, parce que ça puisse être au bout d'un moment important de dire véritablement ce qui se passe sur notre territoire, là où nous vivons. Je vais parler de moi de manière très courte, mais qu'on puisse comprendre la situation. En 1985, l'association Handicap Guadeloupe a été créée. Elle est d'essence familiale par des personnes de Basse-Terre, de Baïf, et sur la volonté invincible de Mme Douimot, qui était au lycée Riache en même temps. Donc ce sont des mères de famille qui voulaient faire sortir leurs enfants en situation de handicap du domicile familial et que ces enfants-là puissent accéder au catéchisme, puisque ces personnes, laissées pour compte, elles étaient donc refluées, elles n'avaient pas le droit d'aller vers une religion ou vers Dieu. Ça a été ça. En 1985, cette association a été agréée par le Conseil général en lui accordant 43 places, la capacité d'accueillir 43 personnes. 85. Nous sommes en 2023. Nous avons, nous, avec notre association, demandé au Conseil général, au Conseil départemental, d'augmenter la capacité. On est sur 38 ans plus tard. Ce n'est pas pris en compte pour des raisons X, on en parlera. Quand, en 2012, j'accède à la présidence de l'association, concrètement, je me rends compte qu'il y a une problématique qui touche les personnes en situation de handicap qui sont restées dans l'association 20 ans, 25 ans et qui, au bout de 60 ans, comme disait Raymond, sont refluées dans les familles. Si les parents sont vivants, ils ont au moins 80 ans. Si les parents ne sont pas vivants, on se retrouve avec des personnes en situation de handicap et qui deviennent ou qui ont été orphelines. Ces personnes-là, parfois, vivent seules, femmes ou hommes, se font violenter, se font violer sur place, violenter pour prendre des sous, enfin bref. Donc, on est dans ce schéma-là. Donc, je pose depuis 2012, on formule la demande au conseil départemental de pouvoir au moins accueillir ces personnes quelques années de plus, de manière à poursuivre cet accueil qui leur font plaisir depuis donc des années, mais surtout faire en sorte de les protéger encore, de les préserver toujours. Depuis 2012, 11 ans plus tard, il n'y a rien. Il n'y a rien. Statu quo. Il n'y a rien. En 2019, fin 2019, je me permets d'aller voir la présidente qui n'est plus, Lissette M. Chevrier, pour lui dire voilà, qu'il y a cette problématique de personnes en situation de handicap qui ont toujours été dépendantes, mais qui deviennent âgées. Il y a des EHPAD pour les personnes âgées qui deviennent dépendantes, mais pour les personnes handicapées qui ont toujours été dépendantes et qui deviennent âgées, sur ce secteur-là, il n'y a rien. Jusqu'à l'instant présent. Donc on vous dira, oui, mais on les met dans des EHPAD. C'est-à-dire elles sont placées pour dépanner, mais ce n'est pas un lieu qui est dédié pour cette prise en charge particulière, premièrement. Donc, c'est très cher, hein? Non. L'aspect financier, on va y venir tout à l'heure. J'entends ce propos-là, mais c'est un des moyens. Et c'est un choix que nos politiques ont fait. Donc, en fin 2019, aux alentours du mois de septembre, je vais voir la présidente pour lui dire, présidente, voilà, il y a cette problématique qui est la mienne en tant que responsable d'association. Et il faut que concrètement, on puisse pousser au moins jusqu'à 65 ans la prise en charge de ces personnes, puisque entre-temps, les progrès de la médecine sont passés par là. Ça profite aux personnes valides, mais aussi aux personnes
invalides et handicapés. Et je lui dis, bon, j'ai quelques peines, hein, je le reconnais, à aller demander par-ci et là d'être aidé parce que j'ai eu à vivre des situations dans ma jeunesse et par le passé où quand parfois on demande, on se fait défoncer après parce qu'entre ce qu'on a demandé et ce qu'après on puisse vous demander en termes de retour, on sait comment ça fonctionne. Je dis donc, présidente, comme tu as la CSBT, etc. et tout, il y a un élu qui est en poste des affaires sociales du département, donc qui est le ministre des Affaires sociales de la Guadeloupe. Peux-tu donc le voir de manière à lui parler de cette problématique et qu'on puisse avoir l'autorisation administrative, c'est-à-dire un écrit pour sortir l'association de Basse-Terre et la faire monter vers une autre commune. Elle me dit à ce moment-là, qu'on puisse bien le comprendre, Thierry, je ne demanderai quoi que ce soit à qui que ce soit, dans la mesure où, de par l'expérience que j'ai, elle parle d'elle, demander à certains politiques, ça n'aboutit à rien du tout. Donc, fait de nous recevoir première fois. Deuxième fois, je lui demande si elle peut encore agir. Troisième fois, je suis chez elle, elle me dit, Thierry, en Jadio, que ni certains politiques qui n'ont pas fait rien, bah pour moi. Et que si vous avez dossier abouti, c'est débrouiller pour faire avancer avec qui il faut. Mais que je ne suis pas au conseil départemental parlant d'elle, donc elle roule comme ça. J'insiste ce jour-là. Et elle me dit, Thierry, vous savez quand son monde qui radin, quand pas aimé dépenser l'argent moins, ce qui est son droit. Mais que par rapport à cette affaire-là, par rapport à la problématique que tu es en train d'exposer, à Capa, il y avait 10 000 euros qui a demandé un tel de pouvoir de radio qui a fait aïe. Million chèque à la BFC. Elle a sorti son chéquier, je m'en souviens, qui était de couleur rouge, de la BFC, elle m'a donné un chèque de 10 000 euros. Il dit, mi chèque là. Elle a demandé un tel de radio, si jamais c'est le cas, on paie de l'argent à moi, à qui mal dormi pendant mon année, on paie de lui, mais en savent affaires avance. J'étais voir cette personne, enfin, c'est deux personnes en responsabilité du conseil départemental en 2019, et 4 ans plus tard, on est là, il n'y a toujours rien. J'ai perdu un pari, parce que c'était le pari qu'on avait pris, dans le sens suivant, elle me donne les sous en termes de pari, et si tant est, je perdais donc ce pari, tout et tout, il convenait que j'aille à la plus prochaine échéance électorale, aller chercher, me disait-elle, un certain poids politique de manière à faire avancer la cause du handicap que je porte. Donc à cause, je dis bien que les Guadeloupéens puissent l'entendre, à cause d'un pari que j'ai perdu, je me suis lancé en politique en 2020, dans la commune que certains puissent savoir, avec un aspect qui est douloureux. J'en parle parce que je pense que ça peut être important pour les Guadeloupéens. Donc, à cause de paris perdu, j'ose le dire, ils allaient en politique. Je vais donc en politique de manière à voir ce poids-là. En y allant, donc paris perdu, en y allant, je vois donc les deux personnes, ça ne donnait rien. Et le double drame, c'est que dans l'association en question, il y a une assistante sociale qui a vraiment pris aussi la cause de ce combat-là, assistante sociale du Sud Basse-Terre, qui avait en charge tout le Sud Basse-Terre, secrétaire de l'association, qui s'est faite harceler par des responsables du conseil départemental jusqu'à perdre la vie le 1er octobre 2022, mois d'octobre rose, dans ce département-là. Je vais le plus loin. Donc, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui, avec générosité, empathie, solidarité, se lancent dans des combats, demandent à d'autres de les aider, de les soutenir, parce qu'on ne peut pas agir seul quand il s'agit donc d'une collectivité à prendre en charge. On ne peut pas agir seul. Et ces personnes-là se retrouvent malmenés parce qu'on veut rendre service. Et je parle d'une amie qui s'appelle Corinne, qui est morte le 1er octobre 2022 parce que dans son service, en Guadeloupe, on lui a demandé de sortir de cette association
parce qu'il ne fallait pas faire les choses avancer en Guadeloupe. Premier topo. Deuxième topo, s'il faut dire notamment les choses. La personne en question qui élue avait la possibilité de pouvoir soutenir une action, non pas pour Thierry Panol, mais pour la cause du handicap, cette personne-là, malheureusement pour elle, je le dis malheureusement, son fils est devenu en situation de handicap. Parce que certains, ici, considèrent que le handicap, ça ne va pas les concerner, ça ne peut pas les concerner, ça ne peut jamais concerner. On est à ce niveau-là. Ce n'est pas une question d'argent. Peut y avoir sur la table 43 millions d'euros, peut y avoir 100 millions d'euros, s'il n'y a pas une volonté humaine de pouvoir faire en sorte que les choses concrètement avancent, on ne va pas y aboutir. La volonté, elle doit être humaine. Et deuxièmement, il faut, et j'ai parlé donc des ressources humaines, il faut que ces ressources humaines, Raymond l'a dit, il l'a planté en début d'émission, il faut qu'elles soient à haut débit de bienveillance et de respect. Et quand je dis de respect, qu'on se comprenne là encore, et je voudrais par rapport au combat que certains mènent, donc pour cette problématique qui a été prise en charge par un individu de Guadeloupe, et je ne suis pas le seul, il y a des personnes autour, en 2021, par rapport donc à cette poursuite politique, à la recherche de ce poids-là, j'ai été attaqué sur ma personne, en réputation, etc. Mais je voulais dire aux Guadeloupéens que peu importe les attaques qui puissent se manifester, ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. Et même s'il y a cette attaque-là, il nous faut continuer. Parce que ces combats-là dépassent nos propres personnes, dépassent ce que nous sommes, puisque ce sont les autres qui ont besoin de nous. Donc on n'a pas le droit de se dire « Ah ouais, mais ce sont des difficultés, Raymond, puisque qu'est-ce qui se passe? Dans l'association, on voit comment on est attaqué, injustement, certainement, et ça entraîne bien des gens à se dire « Association, ça trop aide, en veille pas, et ceci et cela », d'autant plus que c'est encore du bénévolat pour certains. Mais c'est une ressource humaine qui est en train de se perdre. Plus personne ne veut faire quoi que ce soit gratuitement au niveau associatif. Et c'est aussi le cas quand on a des salariés dans les associations. Merci. Nous reviendrons avec vous. Il faut marquer une pause. Donc, il y aura Raphaël et il y aura Raymond. Oui. À tout de suite. Voilà, nous revenons au sein de cette émission. Et ça sera la parole rapidement à Raphaël et puis ensuite à Raymond. Oui, alors déjà, je voulais revenir sur quelque chose que M. Pagnol a dit. Il a utilisé le mot combat. Et je crois qu'effectivement, s'il y a un combat qui est l'un des plus difficiles en matière de politique publique à faire prospérer, ça doit être l'un des combats les plus durs que le combat pour l'inclusivité, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Parce que non contente de ne pas avoir accès de manière spontanée, il y a une invisibilisation mais manifeste des personnes en situation de handicap de la société. Donc moi je tiens à saluer, il y a une exclusion, exactement. Et je tiens à saluer les personnes qui mènent ce combat-là. Et à côté de ça, je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises. C'est la question des ressources humaines. Je t'ai dit que j'ai fait des petites recherches quand même. J'aime bien faire mes devoirs avant de venir ici. Et en novembre 2022, on a recensé le nombre de postes vacants dans le médico-social. Il y a entre 250 et 300 postes vacants dans le médico-social aujourd'hui en Guadeloupe. Donc, quand on parle de chômage, quand on parle de situation dramatique, on est en face d'une situation qui est absolument dramatique. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, vous avez 17% des personnes qui sont au chômage et en face, vous avez entre 250 et 300 emplois qui sont vacants dans un domaine qui manifestement a un besoin fondamental en termes de ressources humaines.
Et donc, ça veut dire que Pourquoi? sur les Les raisons? 43 millions, sur les 43 millions dont vous parlez Oui. là, et sur l'ensemble des budgets qui sont fléchés vers les politiques publiques de handicap, il y a de l'argent qui est là et qui attend juste des personnes qui sont compétentes, formées, qualifiées pour répondre à des enjeux de politique, de politique en matière de handicap. Ça, c'était l'un des premiers sujets que je voulais mettre au pot de la discussion. Deuxième point, c'est qu'on a parlé de l'accessibilité qui est essentiellement liée au retard qu'ont pris nos collectivités sur l'accessibilité de la ville. On a parlé de Pointe-à-Pitre. Encore aujourd'hui, on voit des personnes en situation de handicap être au milieu des rues parce que les trottoirs sont tout simplement impraticables et que de toute façon, la ville n'est pas pensée pour ça. Non. Ensuite, mais on doit aussi parler du caractère particulier de notre pays. On a un pays qui est archipélagique, avec des enjeux pour les personnes qui sont à la Désirade, à Marie-Galante et aux Saintes. Et là, sans aller jusqu'à parler des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont encore plus besoin de cette continuité territoriale et du service public, lorsqu'on parle tout simplement de soins, sur un pays archipélagique, faut-il parler de l'absence de médecins à la Désirade ? Est-ce qu'il faut parler de la difficulté que quelqu'un qui est aux Saintes puisse avoir accès à une assistante sociale ou à un psychologue ? Et à Marie-Galante. Et en fait, là-dessus, évidemment, faut pas. Bien sûr, et mon propos n'est pas de dire que rien pas j'ai fait. C'est pas mon propos. Et tu sais que j'essaye toujours d'être le plus équilibré et le plus objectif dans ma manière de présenter les choses. J'ai été regarder un petit peu ce qui se faisait et j'ai vu des publications pas plus tard qu'aujourd'hui. Le conseil départemental, qui est fort en publication, a évoqué des contrats d'objectifs et de moyens avec l'université et l'objectif de recruter. Donc il y a de l'argent qui est mis sur la table avec une gestion pluriannuelle de l'emploi et des compétences. C'est un terme très technique pour dire que grosso modo on va embaucher à terme et on finance la formation pour embaucher à terme. Donc il y a aujourd'hui cette stratégie qui est mise en place. J'ai vu aussi, parce que j'ai été regarder que depuis quelques mois, fin 2022, début 2023, il y a toute une stratégie qui a été mise en œuvre là encore par le conseil départemental pour recruter dans le secteur du médico-social, et il y a des postes qui ont été ouverts. Donc 14 assistantes sociales, j'ai noté, 3 psychologues et un chef de service. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un frémissement, en tout cas affiché politiquement. Voilà. Ah, c'est le même document qui a été recyclé. D'accord. Bon, Raymond, tu nous diras ça tout à l'heure, mais tout ça pour dire que, en fait, à un moment donné, il y a un enjeu à adapter les politiques publiques à la réalité de notre territoire. Et je m'en arrêterai là pour l'instant. Merci. Je prends la balle au bon. Je crois que c'était la mandature de Mme Borrell où il y avait un excédent de 18 millions. Tout le monde qui veut gagner des millions, pour avoir un traducteur langue des signes, il y a 18 millions. Ça, c'était la boutade de départ. En fait, il nous faut, et merci Thierry de l'avoir dit, il nous faut maintenant arrêter de nous cacher derrière notre petit doigt. Toutes ces informations, tu es avocat, tu as pu avoir toutes ces informations? Oui, a priori. Comment expliquer que le grand public se targue toujours de dire qu'on découvre lors des émissions de Canal 10 ou d'autres émissions ce qui se passe en Guadeloupe? Il faut qu'on arrête effectivement. Je donne 2 exemples. Moi, j'adore les exemples concrets. Va sur un supermarché, regarde le nombre de places de personnes handicapées, de porteurs de handicap qui sont occupées par des valides. Ben oui. Déjà. Deuxième chose, j'ai participé à l'étude sur la qualité vie cancer pour les femmes qui ont subi une intervention chirurgicale et qui perdent la motricité des bras. Ça a été tout un drame pour que la direction du travail puisse reconnaître que ces personnes-là ont une situation professionnelle qui est liée à l'opération. Parce que dans notre tête, si quelqu'un fait ça, c'est qu'il fait rien. Voilà. C'est un drame encore pour les gens qui perdent leur travail suite à un cancer du sein où, effectivement, elles subissent une intervention chirurgicale. Je te prends un exemple très simple. Tu es vétérinaire, d'accord? Tu as un cancer du sein, c'est mort pour toi. Alors, si tu as des sous, tu vas envoyer un jeune vétérinaire, mais si c'était ton activité principale, ben pour des raisons physiques, tu ne pourras pas le faire. Sauf que le droit ne tient pas compte de ça. Débrouille-toi, va vendre des beaux kits,
tu fais ce que tu veux. On est sur un territoire où la violence institutionnelle dont on parlait la dernière fois, c'est de cela que je parlais. Raphaël vient de dire quelque chose. On a eu un pic d'AVC à Terre de Haut. Qui en a parlé? Est-ce qu'on est encore dans du journalisme d'opinion ou du journalisme d'information? Comment un médecin qui veut aller au centre négocie d'aller au centre? Le sermon d'Hippocrate, il ne tient pas compte effectivement. Hypocrite. Là, dit volontairement. Oui, d'hypocrite, on dit bien. Depuis le Covid, je dis le sermon d'Hippocrate. Le sermon, du coup. C'est même plus le serment. Oui, c'est le sermon. On a tout changé là-dedans. Ah oui. Plus sérieusement, comment vous expliquez qu'encore sur ce territoire, tout se négocie alors que normalement, sur le territoire national, non? Il faut qu'on soit sérieux. La question de la prise en charge, là, on a égratigné le fait effectivement qu'il y a des postes libres. Mais lorsqu'on regarde l'âge des professionnels, ah ben tiens, est-ce qu'une personne qui déjà rentre dans la soixantaine, puisque on va faire un petit peu de politique politicienne, comme on est très fort dans ça, est-ce que la personne qui a fait un accident de voiture, pour X raisons, quelqu'un lui est rentré dedans ou bien lui-même rentré à Dortmund, a du mal à gérer sa situation d'immobilité et que tu lui mets un professionnel, si la personne est bienveillante, elle va essayer de comprendre que oui, vous étiez valide, mais bon, maintenant vous êtes en chaise, nanani, nanana. Mais si la personne n'est pas bienveillante et se dit effectivement, bon, je suis payé pour une mission, c'est 2 heures et je pars. Ouais. Il faut qu'on se regarde en face. Deuxième élément qui rejoint ce que Raphaël disait tout à l'heure, les jeunes professionnels n'ont pas cette histoire de la prise en charge en Guadeloupe. Ne connaissent pas... Alors, c'est pour ça que j'ai nuancé tout à l'heure, lorsque tu disais... moi, j'ai connu en 2000 des assistantes sociales militantes, mais c'était de la première heure. Aujourd'hui, ce travail-là n'est plus parce qu'en fait, les grands combats qui ont été menés, qu'il fallait édifier les choses, ben, la plupart de ces personnes sont soit à la retraite. Je fais un petit coucou à la madame... mon Dieu. Elle était conseillère technique au conseil général. Et bon, bref, son nom m'échappe. Je suis désolé. Son époux Mano était un grand ami. Emmanuel, tiens, Corveau, Madame Corveau. Ben, j'ai connu cette génération de personnes, certes. Et je lui dis en la regardant dans les yeux, qui était un petit peu à rebrousse-poil, parce que lorsque je suis arrivé, elle me dit, un petit bout qui est sorti hier, qui est hier matin, quelqu'un prend moi dans l'action sociale. C'est vrai qu'elles étaient un peu bout de décoffrage, mais c'était des personnes engagées. Ce que disait tout à l'heure Thierry. C'était des gens qui étaient chevillés à leur métier. Donc on peut dire aujourd'hui que les professionnels n'ont plus ça dans mais parce qu'on n'a pas fait de transmission de leur ADN. Et puis on a quand même on a été formés non plus à nos problématiques, mais aux problématiques de la République. Elles ne sont pas les mêmes parce qu'il y a un déni de nos situations. On va jusqu'au bout des choses. On a dû revoir chez nous, c'est de Guadeloupe-Martinique, l'approche des infirmiers avec la Fédération des infirmiers de France, parce qu'effectivement, tu as tellement de personnes qui, lorsqu'elles sortent en hospitalisation avec une difficulté motricielle, les renvoyer chez elles sans accompagnement, c'est simplement l'antichambre de la mort. Hein. Donc, on a des problématiques qui sont tellement prégnantes, et lorsque je vois comment les gens passent avec ça d'un revers de main, on est dans un bois-manger qui ne finit jamais. On est toujours en train de conceptualiser des choses qui sont sous notre nez. C'est-à-dire, on est revenu dans les années 50, où quoi vrai son caca, on quoi dit, il faudrait que j'amène des experts, parce que l'odeur là n'est pas vraiment cette odeur-là. On est dans ça. On crée des commissions pour rien, parce qu'on ne veut pas traiter les problèmes. Et tu as cité tout à l'heure Mitterrand, moi c'est quelqu'un que j'adorais. Il t'a dit que lorsque tu ne veux pas traiter d'une problématique, tu crées une commission. Qu'est-ce qu'on fait régulièrement? Mais depuis, il y a un problème de toute façon. Moi, je vais témoigner de ça. Depuis, il y a un problème, mais si ce n'est pas traité, il y aura une commission. Oui. Il y aura une mission. Alors, déjà, il y aura commencé par une mission d'information.
Et après, il y a une mission d'information, il y a une commission d'enquête. Mais bon, j'ai attrapé mission d'information sur le chlordécone, j'ai attrapé commission d'enquête sur le chlordécone. À quel moment il y a régler le problème avec le chlordécone? C'est la preuve par l'exemple. Oui, toujours. Alors, nous avons un appel de téléspectateurs. Nous essayons quand même de récupérer quelques appels, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Donc, Raymond disait que, bon, quand on voit le tableau, bon, on crée des commissions quand on ne veut pas régler les problèmes. Bon, les professionnels ne sont plus les mêmes et j'aimerais revenir à la question. Donc, quel avenir pour le médico-social? Et c'est ça la vraie question. Quel avenir quand on entend tout ce qu'il y a? Et vous aurez à répondre à cette question sur vraiment la situation en Guadeloupe. On a entendu Marie-Louise, on a entendu Simone. Lorsqu'on a les exemples, on prend le recul historique, on se dit, mais est-ce que tout n'est pas perdu? Le bénévolat, où les gens ne veulent plus se donner. Donc, est-ce qu'il n'y a plus d'espoir et est-ce que tout est perdu? Et ça sera juste après cet appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, oui, je suis Anne Desalines et j'aimerais rebondir. Bon, bien sûr, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un vrai enjeu en lien avec les personnes en situation de handicap. Et je pense qu'il y a surtout une décision politique ou une réflexion, en tout cas politique, à mener en lien avec la représentation dans les institutions de ces personnes. Puisque aujourd'hui, il n'y a aucun organe de conseil ou bien de lobbying ou de prise de décision où ces personnes sont représentées. Et ça, pour moi, c'est totalement aberrant, en fait. On ne peut pas être dans une situation où on fait pour, mais pas avec. Et en tout cas, sur les questions des personnes, sur les questions en lien avec l'inclusion de ces personnes, il y a un vrai enjeu et surtout un certain mépris, en tout cas, que moi j'ai l'impression, je considère qu'il y a un certain mépris et qu'en fait, on fait pour les personnes et sans les convier au débat. Un certain mépris comme quoi on déciderait mieux qu'un médecin ou qu'une infirmière ou que quelqu'un qui travaille pour eux déciderait mieux que, ok, on peut avoir leur avis, mais il faut aussi avoir les avis des pays concernés. Merci beaucoup, Anne. Merci de nous avoir appelés. Merci pour cette contribution. Alors, on prendra encore quelques appels, mais on commence déjà notre tour de plateau avec cette question. Qui veut commencer? Celui qui veut se lancer. Ah non, j'ai pas de souci avec ça. En fait, la question fondamentale, elle vient de l'aborder. Trop longtemps, on a squeezé les personnes du discours. Ça me fait penser, il y a une action qu'une association Libellule avait fait avec des assureurs. Et pour la première fois, non pas toi. Seulement poser les yeux. Oui. Non, même la tête baissée, je sens les regards. Oui, et on avait réfléchi sur ça, sur la question que tu as abordée, de savoir comment permettre aux enfants d'être pris en charge lorsque décède le parent. Et on avait trouvé une réponse qui était l'assurantielle, c'est-à-dire de dire aux parents, pendant que vous êtes en bonne santé, et l'espérance de vie n'était pas si grande que ça. C'est-à-dire que les gamins, enfin les adultes décédaient entre 27 et 30 ans. Et je leur disais, et c'était ça la réflexion de cette association, avec d'autres en plus qui avaient provoqué effectivement cette rencontre, c'est de dire, comme c'est un risque qui est avéré, puisque de toute manière, on va tous mourir, et heureusement qu'on meurt, parce que tu imagines si on était éternel, la Guadeloupe serait un enfer. Mais bon, c'est qu'ils ne meurent pas suffisamment vite. Je reviens sur mon propos. Et donc, cette question assurantielle, pour une fois, c'était les parents qui ont discuté avec les professionnels pour leur dire, en fait, oui, mettre de l'argent, mais en fait, est-ce que lorsque je vais mettre de l'argent, la personne qui va s'occuper de mon enfant va le faire avec le même amour, le même entretien?
C'est cette question, lorsqu'elle parle de représentation, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'ai dit tristement, c'est lorsque des personnes valides se sont retrouvées dans une situation d'handicap, qu'il y a eu un boom en Guadeloupe, je trouve ça dommage. Parce que jusqu'à maintenant, les gens décidaient de ce qu'il fallait. On prend un exemple très concret. Moi, j'aime les choses. Avant l'exemple. Non, juste, je finis mon propos. D'accord. La réfection des trottoirs en Guadeloupe. On est encore sur le jobage. S'il y avait vraiment une réflexion, on tiendrait compte justement de l'accès à un trottoir, c'est-à-dire un début, une hauteur, puisqu'on est en train de refaire le chemin des bus. Donc ça veut dire qu'il faut que la personne porteuse d'handicap puisse effectivement accéder avec son fauteuil. Mais déjà, la personne normale n'arrive pas à accéder à un bus. Bien sûr. Et ensuite, après, il y a la question de l'adéquation entre le bus et l'arrêt de bus. Voilà. Et les autres communes. Oui. Parce que moi, je suis maire des Abîmes, ce qui n'est pas le cas. Et je suis sensible. Non, mieux vaut que je ne sois maire, donc rien du tout. Parce que les gens souffriraient. De maire ou de moi-même. Oui. Je suis sensible. Je suis maire des Abîmes, je suis sensible. Je mets mes trottoirs adaptés. Mais juste à côté, la commune à côté, soit Pointe-à-Pitre, soit Maunalo, si je n'ai pas la même sensibilité, la personne va prendre le bus chez moi, mais qui j'ai qu'à faire descendre Maunalo. Lorsque je dis effectivement que ce n'est pas du luxe pour que les gens s'entendent, les gens, c'est quand même avec nos impôts qui sont défrayés. C'est une vraie question. Nous partons du côté du téléphone et je sens que les autres ont envie de réagir et nous poursuivrons notre tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vous appelle de la Martinique. Oui, je vous appelle de la Martinique. Le débat est super, je vous appelle de la Martinique. Oui, alors, merci. comme vous avez parlé de ce plateau, c'est super bien. Merci. Mais le problème exactement qui existe, nous avons des hommes politiques qui ne font pas leur travail. Désolé, pour passer les choses. Comme le monsieur a dit si bien, s'il y a 40 millions, il y a 50 millions. Ça va être de l'argent qui est de le pays et l'argent ne pas. Pourquoi tous les maires, les gens, puisqu'on en voit au Parlement pour eux, ils ne mettent pas au combat pour réaliser les choses? Parce que tout le monde veut se réunir sur une table pour négocier et discuter. Comme madame qui est en face de vous, elle explique la situation, trouver tout le monde l'explication, mais si nous ne pouvons pas nous ensemble, il faut nous partir dans le gouvernement, parce que c'est pas ici, nous ne pouvons pas faire un peu d'argent. Ou faire comme ça, l'autre ne peut pas faire. Non seulement c'est la même chose. Mais si nous nous mettons ensemble au travail, oui, mais on décide bien, comme madame a décidé, que c'est la vraie réalité. Oui. C'est la vraie réalité du système. C'est-à-dire que je fais pour toi, tu fais pour moi. Et chacun est dans son coin. Alors, si on ne se bat pas, comment nous va faire? Martinique, nous avons un problème de gloire. Guadeloupe, nous avons un problème de gloire. Comment nous ne pouvons pas arriver à comprendre nous, les gars? Ce sont toutes les communes qui doivent se rassembler. T'as mis ta appareil, et puis on est là. Je suis en Martinique, hein. On a le même problème aussi. Et ça me permet de vous appeler pour vous dire ça. Mais si nous ne pouvons pas nous assis ensemble, ça va marcher. Comme le monsieur a dit si bien à côté avec la chemise, il a fait les bêtises, il est alors au lieu par avec. Mais il faut que nous disions sortir là plutôt. Parce qu'on a voté pour toi, nous terrain pour nous. Et l'argent est là. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement? Par une manière aussi. Alors l'argent là qui est parti parce que tu n'as pas l'État, tu n'as pas l'État, mais c'est gars, c'est pas un non, il va le sortir là. C'est quoi ça? Et puis tout le monde répète que tout et puis c'est bon temps, nous avons fait sortir dehors, terminé, bonne soirée, au revoir, je suis désolé. On est dans le même cas en Martinique. Des grands gens qui travaillent nous connaissons pas bagaille, nous pas faire un bail. Comme la dame a dit si bien, on fait une émission là, et puis on n'arrive pas à mettre quelqu'un qui me dessine pour expliquer aux gens. Mais c'est mon ami comme ça, qui sait que comprendre. La Noël c'est pour nous monter chanter Noël, pour expliquer mon nom. Non, nous pas ni ça. Les bails ici élémentaires, nous pas nous du fait. Alors pour nous réfléchir à ça, Martinique, Guadeloupe, tous les pays nous connaissent pour nous comprendre ça. Il y a des gens qui font joyeux Noël, là oui. C'est iPhone, c'est cela, joyeux Noël, nous avons monter. Mais quand tu vois les catégories de Noël, comment est-ce que tu peux mettre un bus pour mettre combien handicapés pour venir regarder Noël? Ou pas qu'à ça en pays? Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur. Et bon, je profite pour remercier tous ceux qui nous regardent en Martinique. D'accord. Merci. Et portez-vous bien. Merci pareillement. Merci à tous ceux qui nous regardent.
Raphaël, donc c'est le tour de plateau qui continue. Oui, je voudrais bien réagir à ce que le monsieur vient de dire et ça rejoint un peu ce que disait la dame tout à l'heure en termes de représentation. Et ça rejoint ce que disait monsieur Pagnol aussi tout à l'heure parce que en réalité, on fait de la politique politicienne avec la misère des gens et avec la souffrance des gens. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à des élus qui en fait sont élus et ne font pas le job pour lequel ils ont été élus. Et oui, à un moment donné, il y a des personnes qui font de la politique politicienne avec la misère des gens. Et si on faisait un peu moins de politique politicienne, on se serait attaché, en principe, sur chaque liste, à avoir une personne qui est en situation de handicap pour qu'elle puisse, elle, porter la voix des personnes en situation de handicap. Et oui, moi, je crois que la représentation, le simple fait d'avoir une personne qui représente une personne qui a une souffrance particulière dans un contexte particulier et notamment sur la scène politique, c'est une manière de sensibiliser la population à une question. La population sensibilisée, il y a des personnes qui, dans leur esprit, quand elles vont se garer sur une place handicapée, tu en parlais, tant qu'elles n'ont pas un parking public, ils n'ont pas fait pour mon aïen. Mais la problématique de se garer sur une place handicapée, c'est pas tellement le risque d'avoir un PV, parce qu'on est sur une place publique. C'est qu'il y a une personne qui vient derrière dans le parking et qui, elle, en a besoin. Et en fait, le simple fait de figurer dans l'espace public la réalité de ce qu'est une personne en situation de mobilité réduite, ça permet à la population d'être plus sensible. Et donc oui, moi je crois à ce que disait la dame tout à l'heure. Ne pas faire pour, mais faire avec. Parce que c'est l'expérience que vivent les personnes qui sont dans la situation de handicap qui va permettre de trouver des solutions les mieux adaptées. Et ça répond aussi à la question du bus et à toutes les autres questions. Voilà, nous partons une dernière fois du côté du téléphone, malheureusement, mais nous y reviendrons de toute façon. Il y a beaucoup d'appels, nous n'aurons pas le temps d'en récupérer plus que cela, mais le sujet passionne, donc nous y reviendrons. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Oui, j'appelle du côté de Saint-Paul. Oui. J'ai ma maman qui est en situation de handicap. Et avant, elle était occupée par les auxiliaires de vie de l'association Acajou. C'est l'association qui était tenue par M. Hubert Kiama et qui avait plusieurs personnes qui travaillaient pour les personnes handicapées. Et ma mère s'est trouvée un jour qu'elle n'a plus d'assistance de vie. Et l'association n'a jamais prévenu qu'elle n'aurait plus personne. Et depuis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'association s'est fermée et j'ai dû prendre ma mère en main pour pouvoir m'occuper d'elle. Et c'est-à-dire que j'ai abandonné mon travail, j'ai tout abandonné pour pouvoir prendre ma mère en main. Et là, cette émission-là, je la trouve très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en Guadeloupe, notre famille qui sont dans des situations handicapées souffrent beaucoup. Les politiciens ne font pratiquement rien pour nous. On fait des courriers qui restent sans réponse. Les choses que vous dites, les aménagements qu'on en a besoin, on ne les donne pas. Moi, la seule chose que je voulais dire, je vous remercie beaucoup pour cette émission et j'aurais besoin de prendre le contact de la dame qui a mis en rouge. La combattante. Oui, puisque j'ai besoin d'aide pour elle et pour moi. D'accord. Donc, monsieur, laissez vos coordonnées hors antenne. D'accord. Et nous transmettrons à Madame Chandler. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie Kaladi pour ce travail-là parce qu'on en a besoin. C'est super. Merci, monsieur. Et nous ferons un autre volet puisque j'ai eu à inviter des personnes du département. Certains étaient bloqués, je dirais, ou n'ont pas pu venir, mais il serait intéressant que nous puissions avoir des gens du conseil départemental et de la MDPH et des familles. Donc comme ça, pour qu'on puisse avoir un vrai débat, et là je lance encore l'appel, puisqu'il y a des personnes en charge du handicap
Et il serait important que ces personnes soient présentes pour justement qu'on puisse avoir un débat. Mais ça va être difficile parce que là, on rentre dans les entraînements de carnaval. Hein. Et donc, les gens seront... Après, ça, il faut qu'ils organisent autour de la Guadeloupe. Je pense que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir la voix de... Bien sûr. Donc, j'ai lancé l'invitation. Malheureusement, ces personnes n'ont pas pu venir. Oui. Mais j'aurais souhaité que sur un deuxième volet, que nous ayons un plateau avec les personnes qui sont au cœur, dans le nan-nan, comme on dit, administratif et politique de cette affaire pour que nous puissions justement renseigner ceux qui nous écoutent, puisque nous avons des appels, nous avons des gens qui ont de vraies interrogations, et je pense que les personnes concernées devraient être sur ce plateau aussi, puisque tout ce qui est administratif et qui pose problème, ben, il faudrait peut-être porter des réponses. Tout à fait. D'ailleurs, juste pour répondre à la question du monsieur quand même, qui était importante, c'est un monsieur de Sainte-Rose qui parle d'une association d'aide à la personne. C'est un milieu que je connais bien, le milieu des associations d'aide à la personne, pour de multiples raisons. D'abord, ma mère a travaillé dans ce milieu-là. Et en plus, j'ai été l'avocat de plusieurs associations d'aide à la personne. Et je sais que dans ce milieu-là, pour en avoir suffisamment discuté avec des acteurs de ce milieu-là, il y a eu un moment où les vannes étaient grandes ouvertes. Et qu'il y a eu beaucoup d'associations qui ont profité d'un espèce d'effet d'aubaine, de bénéficier de financement, de bénéficier de tout un tas de choses avec un contrôle qui était insuffisant des autorités, et notamment à l'époque, puisque c'est lui qui est compétent du point de vue de la loi pour inspecter ces structures-là, du conseil départemental. Depuis lors, il y a eu un tarissement, il y a eu même un moment où on a resserré littéralement le joint et où on ne pouvait plus obtenir d'agrément d'association ou d'entreprise d'aide à la personne. Et derrière, on s'est retrouvé avec effectivement des départs, parce qu'il y a un grand turnover dans ce milieu-là, des départs de professionnels qui n'ont pas été remplacés parce que les associations ne pouvaient plus avoir d'agrément et qu'il y a des associations qui ont tout simplement été vidées de leur substance. Oui. Alors, une seconde, c'est un tour de plateau puisqu'il nous reste très peu de temps, mais je l'ai dit tout à l'heure, nous y reviendrons de toute façon puisque une seule émission ne suffit pas au regard des appels et puis du sujet qui est quand même un sujet où nous devons vraiment aller en profondeur. Donc, tour de plateau, il y a Marie-Louise qui ne s'était pas exprimée. Donc, Marie-Louise, rapidement, parce que nous n'avons plus du tout du temps. Donc rapidement. Je trouve que ce soir, c'est une très bonne émission, mais il faut bien qu'on revienne là-dessus, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites, parce qu'on n'a même pas parlé. Cette histoire, quand les parents sont décédés, et donc il y a le tutelle, et des quoi, le tutelle n'est pas respecté. Il y a ça aussi qui est grave. Et quand, des fois, le tutelle ou la tutrice excuse-moi, le tutelle et la tutrice qui s'occupent de la personne handicapée, que des fois, la personne est oubliée. On ne pense même pas à... On pense pas. Déjà, depuis après, moi, j'ai constaté des trucs. Et comme je l'ai dit ce soir, je ne vais pas engager qui que ce soit, que souvent, les tutelles et les tutrices, maintenant, l'argent de l'handicap, c'est à autre chose et pas l'handicapé. Là, on n'a même pas parlé de ça. C'est une émission, il faut revenir là-dessus pour remettre, les pressions, les idées, parce qu'il y a beau. Et c'est pourquoi j'étais révolté à un moment donné. Et j'ai dit, mais il faut qu'on va dans la rue parce qu'il n'y a rien qui va. Mais merci Marie-Louise. Bon. On y reviendra. Donc, on aura le temps de dire les choses et d'aborder d'autres aspects rapidement, parce que nous n'avons plus de temps du tout. Je suis vraiment contente de repasser ce soir, mais cet débat, c'est un grand débat. Il faut qu'on revienne. Pour élucider cela, il faut avoir 3 émissions. Minimum. Madame Chandler a décidé. Non, parce qu'il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire. Mais ce que j'avais à vous dire, ici,
tout l'argent qu'on vient de parler, toutes les structures qui sont fermées, c'était l'ami de l'ami. On a dit, comme il y a de l'argent, ouvre cette boîte-là, ouvre ça, ouvre ça, ouvre ça. Et au moment, quand on a commencé à dire, parce que nous, je peux vous dire, en association, on a demandé comment se fait-il, où sont les agréments. Parce que le département donnait de l'argent. On avait des docteurs qui étaient là, qui ont vu des choses et qu'on a tapé sur la main. Et quels sont les médecins qui sont au conseil départemental? Il n'y a presque pas de Guadeloupéens, il n'y a pas d'Antillais. Il n'y a pas de place pour je ne suis contre personne, je ne suis pas raciste, hein? Parce que mon grand-père était blanc. Alors, je suis noir, mais mon grand-père était blanc. Mais où sont la place des Antillais? Parce qu'on battait les Antillais dans leur poste, on les poussait pour partir. Et ils sont là. Alors, je dis que le département, les Guadeloupéens, prennent conscience. Prenez conscience et mettez-nous ensemble, assez mangez-nous, mettez-nous ensemble pour nous faire avancer ce pays-là. Merci. Merci. Thierry? Émission qui, à mon sens, est nécessaire, sachant que c'est on dit que c'est un premier épisode. Comme l'a dit tout à l'heure Simone, il faudrait qu'il y en ait d'autres pour aborder tous les sujets, notamment celui des personnes en situation de handicap qui sont sous curatelle ou tutelle. Parce que là aussi, c'est dramatique. Tout à l'heure, Raphaël a abordé un peu la chose. Ces personnes qui sont placées sous la tutelle administrative des dents, oui. À l'occasion de l'UDAF, mais des dents, oui, je suis à l'UDAF. Ces personnes en situation de handicap sous tutelle sont avant tout des personnes. Et juste en passant, je voudrais qu'on puisse bien se comprendre, définir à mon sens ce qu'est une personne en situation de handicap. Il y en a deux. Il y a celle qui est née handicapée, oui. Qui a toujours été handicapée, et il y a celle qui le devient. Celle qui est née handicapée, c'est un enfant qui ne grandit jamais, qui toute sa vie aura besoin d'être assisté. La personne dite normale qui devient handicapée, c'est quelqu'un qui retourne en enfance et qui va avoir besoin, pendant tout le reste de sa vie, d'être assisté. Et ces personnes ne doivent pas être assistées par des robots, mais ce n'est pas, comme je le dis, de la ressource humaine. Mais cette ressource-là se trouve à l'étage politique, par ceux qui prétendent s'occuper des problèmes sociaux de notre société, à l'étage administratif, dans les institutions politiques, mais qui ont une gestion administrative, au niveau des associations, qui sont le bras de proximité le plus efficace pour prendre en charge ces personnes-là, étant entendu que dans ces associations-là, il y a des personnes qui, à l'époque, étaient issues d'une société de travail, qui après ont basculé dans une société de consommation, et maintenant on est dans une société de loisirs. Donc ces personnes qui travaillent dans des associations, ils ont besoin aussi à miser, comme tout et n'importe qui. Merci. Donc on ne peut pas leur demander de trop, parce que la prise en charge, elle est lourde. Merci. Raymond, une dernière phrase. Non, ça va, Raphaël? Oui. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, avec d'autres aspects. En tout cas, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je remercie aussi les téléspectateurs qui nous ont appelés, les téléspectateurs qui nous regardent. Et je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir pu poser vos questions ou faire des interventions. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de le faire. Et puis, je vous souhaite vraiment une excellente fin de soirée.